Bonjour à tous, toutes et tous. Nous sommes heureux pour cette seconde table ronde de l'après-midi relative à l'innovation et les modalités selon lesquelles elle peut accélérer la décarbonation de l'industrie. C'est une très belle thématique sur laquelle vous allez échanger. Je vous laisse la parole. Très bon après-midi et très bons échanges. Donc, bonjour à tous et merci pour votre participation. Donc, merci à la fois aux invités qui participent à cette table ronde et au public qui nous écoute à travers la visioconférence. Je précise qu'il y a un chat qui est ouvert et donc sur lequel vous pourrez poser vos questions en cours de table ronde, et on a prévu un temps vers la fin pour pouvoir prendre une partie de ces questions et tenter d'apporter des réponses. Peut-être pour commencer en introduction sur le thème général, pour situer ce qu'on appelle aujourd'hui la décarbonation de l'industrie et la problématique de l'innovation. Et je laisserai ensuite chacun des intervenants et des invités de la table ronde à la fois se présenter et puis apporter leur vision sur ce sujet qui sera sans doute beaucoup plus concrète que le premier panorama que je vais vous dresser. Peut-être simplement rappeler que, comme vous le savez sans doute, la France et l'Europe se positionnent comme fer de lance de la lutte contre le réchauffement climatique à travers l'accord de Paris. Cette lutte contre le réchauffement climatique, elle passe par la baisse des émissions de gaz à effet de serre, par les différents secteurs qui en émettent, et l'industrie fait partie des secteurs émetteurs. Aujourd'hui en France, à peu près 18% des émissions de CO2 proviennent du secteur industriel. Et donc, quand on parle de décarbonation de l'industrie, c'est identifier et activer un ensemble de leviers qui vont permettre de réduire ces gaz à effet de serre qui sont émis par le secteur industriel. Aujourd'hui, on ne part pas de zéro et l'industrie est déjà engagée dans une trajectoire de réduction de ses émissions à travers un certain nombre de leviers et qui sont multiples, qui peuvent concerner par exemple le fait de modifier les procédés industriels et donc de cette manière émettre moins de gaz à effet de serre, ou bien utiliser des sources de chaleur décarbonées par rapport à la combustion d'énergie fossile par exemple, ou encore l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le fait de consommer moins d'énergie, c'est aussi une manière d'émettre moins de gaz à effet de serre. Donc c'est un processus qui existe, qui est déjà enclenché aujourd'hui. Et je mentionne au passage que le gouvernement, à travers le plan France Relance, soutient à travers une enveloppe de 1,2 milliard des investissements industriels qui s'inscrivent dans cette trajectoire de baisse dès aujourd'hui. Ensuite, pourquoi parler d'innovation? Parce que le constat qui peut être fait, c'est que ces leviers sont sans doute insuffisants pour permettre de réaliser une décarbonation à la hauteur qui est visée dans le cadre des objectifs climatiques. Donc il y a un véritable enjeu à faire émerger des solutions nouvelles qui vont permettre de mobiliser les différents gisements de réduction de gaz à effet de serre et de tenir les trajectoires de baisse. En complément de ces questions technologiques, il y a bien entendu aussi des questions économiques, c'est-à-dire comment renvoyer vis-à-vis des acteurs un ensemble de signaux qui permettent de déclencher des décisions d'investissement sur des technologies de réduction des gaz à effet de serre. Et donc, sur cette question-là, eh bien là aussi, on ne part pas de zéro aujourd'hui, puisqu'on a déjà des dispositifs qui existent au niveau national et européen. Vous avez sans doute entendu parler du mécanisme des quotas carbone qui existe depuis plusieurs années au niveau européen. Et dans le cadre des travaux européens aujourd'hui, dit Fit for 55, il y a un ensemble de mesures qui sont à l'étude pour rendre plus efficace ou compléter ces dispositifs de manière à accélérer le mouvement de décarbonation. Et puis peut-être juste dernier point avant de laisser la parole à chacun des invités, rappeler aussi que les grandes filières industrielles sont aussi mobilisées à leur échelle pour
créer des écosystèmes, des partenariats entre acteurs pour déployer les technologies de décarbonation au sein des filières. Et donc, dans ce cadre-là, au moins 3 premières filières industrielles qui sont la chimie, le ciment et métallurgie ont publié au mois de mai des feuilles de route pour la décarbonation de ces filières qui sont publiques et donc vous pouvez retrouver sur Internet et qui peuvent être aussi éventuellement des éléments intéressants si vous souhaitez approfondir le sujet et avoir connaissance des problématiques plus spécifiques à ces filières-là. Bien entendu, les autres filières du Conseil national de l'industrie sont aussi mobilisées pour mettre en place ce type de feuille de route. Donc voilà peut-être quelques éléments d'éclairage que je voulais apporter en introduction. Je vais laisser la parole à chacun des invités, sachant que l'une d'entre elles a des problèmes techniques. Il s'agit de Élodie Bondy et elle nous rejoindra dès qu'elle en aura la possibilité. Du coup, je vais laisser la parole à Mathieu Guéné, Florence Delprat-Jeannot et César Dugast pour se présenter et puis apporter chacun pour ce qui les concerne une première vision sur cet enjeu de l'innovation pour accélérer la décarbonation de l'industrie. Monsieur Guéné, je vous laisse démarrer. Bonjour à tous. Merci Franck. Mathieu Guéné, je suis le PDG de Life. Life, c'est une société qui produit de l'hydrogène. Donc on a sur notre premier site en Vendée une production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables et on est en train de dupliquer ça partout en Europe pour différentes utilisations de l'hydrogène dans la mobilité, dans les transports, mais aussi dans l'industrie. Comment on fait l'hydrogène, et c'est la première fois qu'on le fait à taille industrielle de cette façon-là. On utilise une énergie renouvelable qui est intermittente, l'énergie éolienne, mais on pourrait utiliser l'énergie solaire. Un peu la difficulté, c'est de gérer l'intermittence et la fluctuation de puissance. Et cette énergie éolienne va alimenter une unité de production d'hydrogène qui va faire l'électrolyse de l'eau, donc produire de l'hydrogène qu'on va ensuite filtrer, compresser et stocker dans un conteneur sur lequel il y a des réservoirs d'hydrogène et qu'on va livrer. On va livrer cet hydrogène par la route pour les petits clients industriels et pour les transports et par pipe directement, par tuyau directement quand on a des clients industriels plus conséquents. Franck mentionnait la chimie et les aciers, par exemple. Donc ça, c'est des gros consommateurs d'énergie et aussi potentiellement d'hydrogène. Et là, on va plutôt le livrer en tuyau. Donc on produit de l'hydrogène écologique puisque la source d'énergie qui sert à produire cet hydrogène, c'est de l'énergie éolienne sur ce premier site, mais ça pourrait être un barrage hydroélectrique. Ça, c'est des choses qu'on fait depuis très très longtemps, depuis plus de 100 ans. Mais ce n'est pas une énergie intermittente et fluctuante, donc c'est plus facile à gérer. On pourrait utiliser l'énergie solaire. On a à peu près 60 projets en Europe. Et sur ces projets de production qui sont la même chose que notre usine qui est actuellement en opération à Bois en Vendée à côté de Noirmoutier, c'est une usine de 4000 m². On fait des sites de plus en plus gros partout en Europe pour décarboner les camions, les bus, les voitures, les chariots élévateurs et aussi dans l'industrie de la chimie et l'industrie de l'acier essentiellement, puisque dans ces industries, c'est utilisé en tant que composant chimique. On a besoin de cet hydrogène en tant que composant chimique. Et on est moins présent sur l'industrie du ciment, puisque c'est un peu plus difficile de décarboner le ciment avec l'hydrogène pour des raisons techniques. Voilà en gros ce qu'on fait et ce qu'on est en train de déployer partout en Europe. Je crois qu'on aura l'occasion d'y revenir durant cette table ronde. Merci Franck pour m'avoir donné la parole. Donc, bonjour à tous, donc Florence Delprat-Jeannot. Donc, je suis coordinatrice CO2 à IFP Énergie Nouvelle. Donc, IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation donc dans les domaines de l'énergie, du transport et de la mobilité.
Et puis, en tant que centre de recherche, bien entendu, hein, l'innovation, c'est au cœur de nos actions. Et nos actions sont articulées autour de priorités stratégiques. Donc, une priorité stratégique climat, environnement, énergie, économie circulaire, pardon, et une priorité stratégique énergie renouvelable. Donc, vous voyez, en fait, la décarbonation de l'industrie, c'est vraiment, en fait, au cœur de nos préoccupations. Alors, je suis aussi responsable de programme à IFP Énergie Nouvelle et en charge d'un programme sur le captage, le stockage du CO2 qui, là encore, répond en fait à des enjeux de décarbonation de l'industrie, puisque ces technologies de captage, de transport, de stockage du CO2 et aussi de valorisation du CO2, eh bien, se proposent des solutions en fait en complément à l'efficacité énergétique, en complément en fait à l'efficacité des procédés, des solutions qui vont permettre en fait un abattement massif des émissions que l'on dit résiduelles de l'industrie, et puis massif dans le sens où on peut aller jusqu'à un abattement d'à peu près de 90%, même plus, du CO2. Donc, que fait-on côté centre de recherche, donc côté IFP Énergie Nouvelle? Eh bien, on va développer des solutions en fait pour le captage, le transport et le stockage du CO2. Il faut savoir que c'est une technologie qui est mise en œuvre aujourd'hui. Hein, ce sont 40 millions de tonnes de CO2 qui sont captées et stockées de par le monde aujourd'hui. Donc, c'est une technologie qui existe, mais c'est une technologie dont la maturité commerciale, en fait, doit être démontrée. Cela veut dire que sur un certain nombre d'applications telles que par la production d'électricité, la production d'hydrogène, eh bien, on a des technologies qui sont matures, mais par contre, sur d'autres types d'applications, et je pense notamment aux applications de l'industrie, on en a parlé tout à l'heure, l'industrie chimique, les cimenteries et puis aussi la sidérurgie, eh bien, on a besoin d'innovation, pour pouvoir réduire les coûts, pour pouvoir améliorer la pénalité énergétique de ces procédés. Et c'est justement ce sur quoi nous travaillons à IFP Énergie Nouvelle, de façon à préparer des solutions qui vont permettre d'atteindre les objectifs de neutralité carbone. Donc, je vais juste vous donner un exemple concret. Nous avons aujourd'hui en démonstration sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, la démonstration d'un procédé de captage du CO2. Il s'agit du procédé DMX. C'est un procédé de captage du CO2 par solvant. Ça veut dire que quelque part, vous avez des fumées qui vont passer dans un solvant qui va capter le CO2. Ce procédé, c'est 15 ans de recherche à IFP Énergie Nouvelle, parce que là, on parle sur vraiment des technologies qui mettent du temps à être déployées. Il est aujourd'hui dans la phase de démonstration, je l'ai dit, sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque, avec notamment comme partenaire une de nos filiales qui est Axens, qui va commercialiser ce procédé, et puis aussi avec Total qui va pouvoir aussi l'utiliser en plus d'ArcelorMittal. Donc on est vraiment dans la dernière étape de démonstration. Donc ça fait 15 ans qu'on travaille sur ce procédé depuis l'échelle du laboratoire jusqu'à cette étape ultime, hein, qui est la mise en œuvre industrielle qui aura lieu donc normalement à la fin du projet. Donc on va dire que c'est une échéance 2023-2025. Donc, on travaille sur ce type de procédé à IFP Énergie Nouvelle, et puis on travaille aussi sur des solutions innovantes. Donc, on mène aussi des travaux qui sont aujourd'hui à différentes échelles de maturité pour pouvoir non seulement proposer des solutions demain, en 2025, mais aussi proposer des solutions vraiment encore plus innovantes avec un potentiel de réduction de pénalités énergétiques, de coûts encore plus significatifs à horizon, par exemple, 2030 et après. Est-ce que je prends le relais? Allez, je prends le relais? Ok. Bonjour tout le monde, je m'appelle César Dugast, moi je travaille chez Carbone 4. Moi je suis là-bas co-responsable du pôle neutralité carbone. Carbone 4, donc c'est une entreprise de conseil qui non seulement fait du conseil, mais aussi est extrêmement présente dans les développements méthodologiques et également dans, on va dire, des publications un peu plus grand public pour communiquer un petit peu sur tout ce qu'il faut savoir sur le climat, les ordres de grandeur, et puis un petit peu outiller le grand public sur les compréhensions de tous ces sujets. Mais vraiment, le cœur de métier de Carbone 4, c'est le conseil,
Et pourquoi est-ce que je suis là aujourd'hui? C'est que parmi les clients avec lesquels on travaille, l'industrie est un morceau vraiment non négligeable, parce que non seulement c'est un secteur très émetteur, enfin relativement émetteur, c'est-à-dire 18% des émissions, comme l'a rappelé Franck tout à l'heure, mais qu'aussi il y a énormément de travail à faire. C'est-à-dire que entre 2015 et 2050, je crois qu'il faudra faire du moins 80% d'émissions environ d'après la stratégie nationale bas carbone. Donc, on a à cœur d'accompagner en fait, nos entreprises clientes vers des trajectoires de décarbonation ambitieuses, conformes au plan de décarbonation de la France et conformes, on va dire, aux ambitions planétaires qui ont été rappelées dans l'accord de Paris, c'est-à-dire le respect du 1,5 degré, voire bien en dessous de 2 degrés, voire 1,5 degré de réchauffement à horizon 2100. Donc voilà quelques exemples de référence. On a travaillé avec des gens comme Air Liquide, Arcelor, Alu Dunkerque, Eramet et autres. Et ce qui nous intéresse en fait quand on travaille avec des industriels, c'est d'essayer de voir comment ces structures peuvent jouer sur 3 leviers pour se décarboner, c'est-à-dire pour réduire leurs émissions. Le premier levier, c'est comment on fait pour décarboner les sources d'énergie. Donc faire en sorte que pour une unité d'énergie consommée, on ait moins de CO2 qui soit émis. Deuxième levier, c'est de voir comment ces acteurs peuvent consommer moins d'énergie. Donc, pour une activité donnée, avoir besoin de moins d'énergie. Et puis, le troisième levier, qui est extrêmement important, c'est la sobriété. C'est-à-dire comment faire pour qu'on ait, même au-delà de ne pas consommer d'énergie, de ne pas avoir besoin de produire telle ou telle chose. Donc, on a vraiment ce triptyque qui est très classique, décarbonation, efficacité énergétique, sobriété, qui nous amène avec nos clients à explorer un certain nombre de champs des possibles qui incluent de l'innovation technologique, mais pas que, parce que quand on parle de sobriété, il n'y a pas forcément d'innovation technologique, et des plans d'action, trajectoire de réduction de l'empreinte carbone, et puis peut-être de manière plus importante encore, une réflexion sur un changement éventuel de modèle d'affaires, en fait, pour certaines de ces entreprises qui, parfois, n'ont pas du tout un business model compatible avec une France net zéro en 2050. Donc ça, c'est toutes les questions qu'on est amené à se poser avec nos clients industriels, et je suis absolument ravi d'être là aujourd'hui sur cette table ronde avec des intervenants d'une aussi grande qualité. Voilà pour moi. Je vais peut-être laisser la parole à Élodie de Calisteo, c'est ça? Oui, bonjour. Donc, je suis Élodie Bondy. Je suis la directrice spécialisée dans à développer une technologie innovante de mesure et d'identification des consommations énergétiques qui a été prix européen d'innovation. Donc en fait, aujourd'hui, GSTO propose une solution qui s'intègre sur toute la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique et qui est déployée majoritairement sur des sites industriels en France et à l'international, puisqu'aujourd'hui l'entreprise est présente dans plus de 35 pays. La solution repose sur un système de mesure non inclusif, sur lesquels on ajoute de l'intelligence algorithmique qui permet d'identifier de façon extrêmement précise les consommations du site. Toutes ces consommations sont mises à disposition sur une plateforme web multidata. Donc, on vient corréler différentes typologies de données pour identifier les scénarios d'optimisation, mais aussi prédire les consommations en fonction de l'activité des sites. Et enfin, on a des energy managers qui sont capables, en analysant les données disponibles, d'identifier les gisements d'économie. Et donc, voilà, aujourd'hui, nos clients réalisent entre 10 et 15% d'économie sur leur consommation d'énergie, ce qui, dans la situation actuelle d'inflation des prix de l'électricité, des prix de l'énergie, de manière générale, est quand même quelque chose de très important. Et de plus, en réduisant les consommations énergétiques, les entreprises avec lesquelles on travaille réduisent aussi leur impact carbone et s'inscrivent dans une démarche de décarbonation. Donc voilà, je laisse la parole, je ne sais pas qui. Merci. Non, merci à tous pour ce premier tour de table. Peut-être un premier élément de discussion que je vous propose, c'est
enfin, en vous écoutant les uns les autres, ce qu'on retient, c'est que finalement, il n'y a pas de solution unique, universelle pour décarboner l'industrie. Il y a une multiplicité de situations selon les secteurs, selon les procédés industriels pour arriver à faire cette décarbonation. Il y a différentes échelles de temps aussi, puisque selon qu'on regarde ce qu'on est capable de faire à horizon 2030 ou 2050, on aura nécessairement un éventail de solutions aussi plus riche au fur et à mesure qu'on est en capacité de développer de nouvelles solutions technologiques qui permettront peut-être d'attaquer des procédés qui sont les plus difficiles à décarboner. Donc, peut-être une première question que je vous soumets collectivement, c'est, voilà, au fond, quelles sont finalement aujourd'hui les technologies les plus adaptées par rapport à quel cas d'usage, mais surtout par rapport à ce qui restera à décarboner, ce qui aujourd'hui ne peut pas être décarboné avec les technologies actuelles. Quels sont les enjeux de décarbonation qui restent, les enjeux d'innovation qui restent devant nous pour développer les solutions qui permettront d'atteindre jusqu'au bout ces objectifs. Je vous laisse intervenir dans l'ordre que vous souhaitez. Et tout le monde n'est pas obligé de répondre à toutes les questions non plus, bien sûr. Je peux commencer pour la partie hydrogène et ce que l'hydrogène est capable de faire et dans quel secteur. Donc effectivement, décarboner l'industrie, c'est quand même un gros enjeu, comme Franck le rappelait. Globalement, dans le monde, si on regarde ce que l'industrie émet directement et ce qu'elle utilise d'énergie pour fonctionner, 23% des émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie. Donc c'est quasiment c'est la parité, c'est 23% pour le transport. Donc c'est quand même un gros secteur émetteur de gaz à effet de serre en direct, comme une cimenterie qui émet directement du CO2, et indirectement à cause de l'énergie qu'elle utilise pour fonctionner. Et en gros, dans l'industrie, il y a 3 gros secteurs qui sont dans le monde qui sont très émissifs de gaz à effet de serre. C'est quasiment un tiers. Pour faire une grosse maille, un tiers, c'est la production de ciment qui est nécessaire pour le bâtiment, pour se loger, pour construire. Un tiers, c'est l'acier. L'acier qui est également utilisé dans le bâtiment, mais qui est aussi utilisé par les voitures, qui est utilisé pour faire des chaises, pour des cuillères, pour absolument tout. On a besoin d'acier actuellement et on aura besoin d'acier, même si on en recycle beaucoup. Et puis la chimie. Et dans la chimie, il y a également 3 gros tiers de secteurs qui sont émissifs. Il y a l'ammoniac qui est fait à partir d'azote et d'hydrogène qui sert à faire les engrais. Et aujourd'hui, même si on essaie d'en mettre moins et qu'il faut en mettre la juste quantité pour cultiver, il faut quand même des engrais. Il y a le méthanol, qui est un composant qu'on utilise, qui est très proche de l'éthanol en termes de formulation et qui est un composant chimique qu'on utilise dans plein de choses. Et puis les autres composants chimiques, très très diverses, et qui sont aussi produits à partir de plein de choses, plus d'hydrogène. Donc dans la chimie, il y a les composants chimiques qui sont produits à partir d'un truc plus hydrogène, le méthanol qui est produit à partir de carbone plus hydrogène, et l'ammoniac qui est produit à partir d'azote plus hydrogène. Donc pour décarboner ces process de production de machins dans la chimie, il faut absolument avoir autre chose que l'hydrogène fossile qui est utilisé, puisqu'aujourd'hui on utilise de l'hydrogène qui est basé sur des énergies fossiles. Peu importe l'énergie fossile dont on parle, que ce soit du gaz naturel, le mal nommé, que ce soit du charbon, du pétrole, on utilise de l'énergie fossile pour produire cet hydrogène. Donc c'est très très émissif de CO2 au moment de la production d'hydrogène. Ce qui est substituable, c'est substituable par une production d'hydrogène vert quand on utilise de l'énergie verte qui alimente un électrolyseur qui fournit un hydrogène qui est considéré comme vert. Il faut des quantités d'énergie importantes pour produire cet hydrogène vert. Mais aujourd'hui, l'industrie de la chimie utilise déjà de l'hydrogène pour faire tous ces trucs. Donc si on remplace l'hydrogène fossile par de l'hydrogène renouvelable, l'hydrogène écologique, on a gagné, sans changer les process industriels. Donc on n'a pas besoin d'une transformation en profondeur de ces industries. Après, comme je vous le citais, il y a également, à parité avec la chimie, il y a l'acier. Et là, l'acier, dans des pays
comme le Moyen-Orient et le Japon, il est déjà produit à partir d'hydrogène. Et donc, il est possible de dupliquer ces usines en Europe pour remplacer les hauts fourneaux, qui sont interdits d'ailleurs aujourd'hui. On ne peut plus faire de nouveaux hauts fourneaux. Pour remplacer les hauts fourneaux et produire de l'hydrogène vert pour alimenter ces aciéries qui permettent de faire de l'acier qui n'est plus basé sur du charbon ou du gaz, mais qui est basé sur de l'hydrogène. Et là, on a besoin d'hydrogène en tant que composant chimique. Ce n'est pas une énergie, il n'est pas là pour être brûlé, on a besoin d'hydrogène en tant que composant chimique pour aller faire la réduction des oxydes d'acier, pour aller faire du méthanol, pour aller faire de l'ammoniac. Il n'y a rien qui peut remplacer ça. Et il n'est pas utilisé en tant qu'énergie. Donc, c'est une solution qui est prônée par la France, par l'Europe, et qui est en train de se développer partout, en Suède, en France, etc. Et là, on arrive à décarboner sans attendre d'inventer un nouveau process, sans attendre de passer à maturité technologique sur ci ou ça. Ce que l'hydrogène ne permet pas, c'est de décarboner le ciment, et là, on peut parler d'autres technologies, par exemple Hoffman Green en Vendée qui fait du ciment bas carbone, il y a des choses, mais l'hydrogène pour ces deux secteurs, la chimie et l'acier, c'est une solution qui est disponible et qu'on peut faire dès maintenant et qui est vraiment très très importante pour nous dans le monde. Je voudrais revenir sur la difficulté en fait à décarboner les industries et notamment donc on l'a dit, la sidérurgie, la cimenterie et l'industrie chimique. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre de solutions, mais il y a quand même beaucoup à faire en fait. Et si on parle, pourquoi dit-on souvent que ces industries-là sont des industries dont les émissions sont difficiles à abattre? C'est tout simplement parce que, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tiers de la demande énergétique donc de ces industries est lié en fait à un besoin de chaleur haute température. Et ce besoin de chaleur haute température, en fait, on n'a pas beaucoup d'alternatives en fait pour produire une chaleur haute température autre que l'utilisation des combustions de la combustion des fossiles. L'autre point, c'est que les émissions en fait qui résultent des réactions chimiques et donc qui ne sont pas des réactions qui sont liées à l'énergie, en fait, elles représentent à peu près un quart des émissions industrielles. C'est à peu près les 2/3 des émissions des cimenteries. Et ces émissions-là, ce sont des émissions qui sont internes au process. Et donc, ce n'est pas simple de les décarboner parce qu'il faut trouver de nouveaux procédés, même si effectivement, il y a un certain nombre de solutions qui sont aujourd'hui en développement, mais on est encore loin du compte. Et puis, le dernier point qui fait que ces émissions, elles sont difficiles à abattre aujourd'hui, c'est que les installations industrielles, en fait, ce sont des actifs à long terme, comme on dit. Donc, ce qui veut dire que les changer du jour au lendemain, c'est compliqué, ça demande énormément d'investissement, et donc malheureusement, elles émettent du CO2 sur des décennies. Et je pense que c'est vraiment sur tous ces chantiers en fait qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler en parallèle, parce qu'il y a une urgence climatique qui fait qu'on ne peut pas attendre que demain des solutions soient prêtes pour les mettre en œuvre. Donc tout ça, je voulais revenir sur aussi le point, l'aspect temporel qu'avait mentionné Franck, qui est aussi extrêmement important. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut travailler aujourd'hui pour optimiser les solutions existantes, faire en sorte qu'elles puissent être déployées le plus rapidement possible à grande échelle, et puis préparer aussi des innovations de demain. Et si je reviens par exemple sur la partie captage et stockage du CO2, c'est bien aussi l'enjeu, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des solutions qui existent, il faut les améliorer pour les adapter à un certain nombre d'industries, etc. Mais c'est vrai que la cartographie des solutions que l'on a aujourd'hui n'est pas du tout la même que celle des solutions qu'on aura par exemple en 2040 ou en 2050. Et c'est très clair dans le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, qui montre qu'il y a plus de la moitié des solutions qui seront mises en œuvre post-2040, qui sont aujourd'hui à un stade de développement, on va dire, très, très peu mature. Et donc voilà un petit peu le message que je souhaitais faire passer.
Je me permets de réagir aux deux interventions précédentes, parce que ce qui est assez génial, c'est qu'il y a deux exemples de solutions technologiques, que ce soit l'hydrogène vert et le captage et stockage de carbone, qui tous les deux sont ultra complémentaires pour décarboner l'industrie. Ce qui est important à voir, je pense, c'est que en dézoomant, c'est-à-dire en passant de l'industrie à plutôt, on va dire, le système énergétique français, on va avoir une question qui va se poser collectivement, qui est finalement, on a des moyens, des leviers technologiques pour décarboner, hydrogène, gaz vert, CCS, efficacité énergétique et autres, mais chacune de ces solutions ont un gisement limité. C'est-à-dire, en gros, on sait qu'on ne pourra pas faire 1 milliard de CCS en France parce qu'on a des gisements, je crois, hein, Florence, limités à quelques endroits, peut-être même en mer du Nord, pour enfouir et stocker le carbone qu'on va réussir à fixer. Pour l'hydrogène vert, on va avoir un problème de limitation de la ressource en électricité verte qui permet l'électrolyse de l'eau. Et puis pour le gaz vert, on va avoir une limitation physique sur la quantité de méthanisation qu'on va être capable de faire, etc. Donc à la fin, on a un magnifique débat de société qui nous attend, qui est finalement quelle est la meilleure allocation de toutes ces ressources décarbonées en fonction des différents secteurs de l'économie. Et alors, ce qui est super important à voir, c'est que l'industrie est si difficile à décarboner qu'il est probable que ces leviers technologiques doivent être alloués en priorité à l'industrie, peut-être un petit peu dans les transports type poids lourds, je crois. On parlait tout à l'heure de la décarbonation des camions, etc. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un enjeu ici de débat sur il y a des leviers technologiques pour certains usages, mais ne pas oublier qu'au total, il va falloir que tout reboucle et que notamment, par exemple, dans le bâtiment ou dans la mobilité légère, c'est-à-dire la mobilité personnelle, en fait, peut-être qu'il y a d'autres leviers qui vont devoir être privilégiés par rapport à d'autres. Par exemple, l'électrification du parc électrique, l'électrification du parc de voitures individuelles, pourrait être vue comme une meilleure solution que, je ne sais pas moi, l'hydrogène vert pour décarboner la mobilité. Donc tout ça c'est le travail du coup des gens qui font des scénarios de prospective et de décarbonation. Donc on a ça dans la SNBC, on a ça dans les futurs scénarios négawatts, ADEME et j'ai oublié le dernier, RTE, qu'on attend avec impatience. Et donc tout ça, c'est, je pense, important à voir qu'il y a des leviers technologiques et que leur disponibilité limitée va nous demander de faire des choix collectifs, politiques, pour savoir à quel cas d'usage les appliquer. Alors, je vais juste, je me permets de rebondir juste rapidement sur ce point. Je ne sais pas tant que ça si c'est des usages limités, en fait, si c'est des limites techniques. En tout cas, je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour le captage du CO2, et le stockage du CO2, mais c'est aussi des temps de mise en œuvre. Tu parlais du stockage en mer du Nord. Il y a des sites de stockage qui sont aujourd'hui disponibles et c'est pour ça qu'il y aura la priorité dans ces sites-là. Mais ça ne veut pas dire que demain, on n'aura pas de sites ailleurs. Et c'est ces échelles de temps qu'il faut aussi mettre donc il faut avoir confiance pour pouvoir déployer les technologies. Et après, je suis tout à fait d'accord sur la priorité et notamment la priorité en fait en termes d'usage de l'électricité, d'une électricité verte qui est effectivement essentielle. Et je rejoins tout à fait ce que tu viens de dire. La précision, parce que donc en gros, si je comprends bien. Pour la CCS, typiquement, on parle souvent de gisement limité de stockage, mais en fait, il se peut que si on regarde à un horizon de temps suffisamment lointain, on pourrait en trouver de nouveaux, c'est ça ? Alors, en fait, on a la garantie aujourd'hui, parce qu'on a des estimations des capacités de stockage qui sont largement supérieures, mais vraiment largement supérieures aux capacités de stockage dont on a réellement besoin. Voilà. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est bien, mais on n'a pas dit grand-chose parce qu'il faut aller plus loin pour faire des études, pour savoir où on stocke, où c'est économiquement viable, etc. Et ces études, elles prennent du temps. En fait, développer un site de stockage comme le site norvégien, c'est quand même 5-10 ans. Donc, c'est ça qu'il faut avoir aussi conscience. Et puis, le captage du CO2, il est utile à un moment donné parce que, on l'a dit, ça permet, par exemple, de décarboner un certain nombre d'installations industrielles qui existent aujourd'hui,
Et encore une fois, changer ces installations, ça demande des investissements, etc. On peut pas, même si on avait les technologies, on ne peut pas le faire du jour au lendemain. Donc il y a ce phasage dans le temps qui aussi est extrêmement important. Merci. Peut-être pour poursuivre la discussion sous un autre angle, on a beaucoup parlé d'approche technologique. Ensuite, si on regarde ce qui déclenche l'innovation, et surtout ce qui peut financer l'innovation, à la fin, il faut qu'il y ait un client. Donc sur la décarbonation, la dimension réglementaire, la dimension signaux de marché est bien sûr fondamentale. Cela dit, même si l'objectif de l'accord de Paris, c'est bien d'avoir un mouvement mondial pour décarboner l'industrie, il y a un vrai risque que la décarbonation entraîne des localisations s'il n'y a pas un certain nombre de précautions qui sont prises. Et d'autre part, si cette décarbonation n'est pas réalisée dans des conditions compétitives, c'est-à-dire que les entreprises qui investissent dans des solutions de décarbonation le font parce que dans certains cas, elles en ont la nécessité, l'obligation, mais aussi surtout parce que c'est pour elles un facteur de montée en gamme ou de compétitivité ou quelque part de croissance pour leur entreprise. Donc, en tant que fournisseur de solutions pour la décarbonation ou expert, quel regard vous portez en fait sur cette question-là et en particulier sur les exigences de compétitivité que peuvent avoir les grands clients industriels par rapport à ces solutions de décarbonation? Peut-être Madame Bondy, si vous souhaitez intervenir sur ce sujet. En fait, on est quand même aussi dans une situation, alors c'est pas pour tous les secteurs industriels que c'est comme ça, mais où en fait on a vécu les 2 dernières années la crise du Covid, etc. Donc on est quand même sur des entreprises qui essayent aussi de sortir la tête de l'eau et pour lesquelles finalement l'objectif principal c'est de vendre leur activité à elles. Donc voilà, aujourd'hui, je pense que le driver des entreprises pour investir dans des sujets, en tous les cas, qui sont les nôtres, c'est-à-dire de réduire son impact environnemental par la baisse de ses consommations, passe aussi par trouver une solution avec des retours sur investissement assez rapides, des subventions associées, des certificats d'économie d'énergie. On n'a pas encore, de mon point de vue, une prise de conscience assez forte pour que les entreprises aient la volonté d'attribuer des budgets non subventionnés à ce type de solution. Donc, on est assez tributaire finalement du temps de retour sur investissement et des financements qui peuvent être associés. Donc, nous, notre solution est éligible au C2E et éligible à une subvention dans le cadre du plan de relance de l'État de la décarbonation de l'industrie. Donc, on a ce levier-là qui permet de mettre en place des projets, sans quoi, dans cette période un peu complexe au niveau économique, je pense que ça aurait été plus compliqué pour nous. Si je peux me permettre de compléter, je pense qu'il y a effectivement 2 types d'industriels aujourd'hui. Il y a ceux qui ont comme nécessité absolue de survivre à court terme. Et il y a également ceux qui sont dans ce que tu mentionnais, Franck, les quotas carbone, donc les secteurs ETS en Europe, qui sont soumis aux quotas carbone et au système de réduction d'émissions de gaz à effet de serre avec le Fit for 55, où la plupart des secteurs doivent, comme le ciment, César mentionnait aluminium Dunkerque, c'est des secteurs qui sont vraiment soumis à cette réglementation et à cette imposition de réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Donc quand on regarde une aciérie, en général, les hauts fourneaux sont amortis parce que ça fait très très longtemps qu'on ne fait plus de hauts fourneaux en Europe. Par contre, ces aciéristes savent qu'au-delà de 2030, leur avenir est compromis si jamais ils ne réduisent pas de 55% les émissions de gaz à effet de serre. Sinon, ils vont devoir acheter des crédits carbone qui vont leur coûter une fortune et qui vont de toute façon faire monter
le prix de la tonne d'acier. Donc, il y a vraiment ceux qui sont soumis à cette réglementation. Donc, c'est pas tous les secteurs, c'est pas tous les industriels. Et eux savent que si ils font rien, et 10 ans c'est assez court, donc on n'a pas le temps de capitaliser sur parce que le Fit for 55, l'horizon de temps c'est 2030, donc on n'a pas le temps de développer une nouvelle technologie, donc ils cherchent les technologies qui sont existantes, qui sont disponibles sur le marché. Donc et 10 ans, vraiment, c'est pas grand-chose pour changer d'un haut fourneau à un DRI pour un acieriste, par exemple. Dans la chimie, c'est un peu plus simple parce qu'ils ont des fournisseurs de composés chimiques et ils vont changer d'un hydrogène gris à un hydrogène vert, mais pour eux, ça ne va pas changer leur process, leur réacteur, leur catalyseur, etc. Donc, on voit vraiment deux types d'industriels, ceux qui sont soumis à ça et qui savent que de toute façon, leur avenir est compromis s'ils ne le font pas, et qui cherchent dès maintenant les solutions et qui investissent très, très massivement dans ces solutions, avec un coup de main de l'Europe, avec un coup de main de la France, avec un coup de main de l'Allemagne. Il y a certains pays qui peuvent faire ça. Il y a des pays où c'est un peu plus difficile. On regarde, il n'y a plus de production d'aluminium en Espagne, par exemple, justement parce que l'Espagne ne peut pas soutenir, comme le fait la France et l'Allemagne, ses producteurs d'aluminium. Donc, on voit vraiment, il y a une dichotomie en ce moment entre ceux qui sont soumis et ceux qui ne le sont pas. Donc, certaines PMI qui ont des enjeux très court-termistes et d'autres d'autres grands groupes qui sont vraiment sur la survie de leur entreprise. Et donc, il y a des investissements massifs qui sont en train de se faire. C'est une question de survie pour certains. Ajouter un truc, c'est que dans ta question, Franck, il y a la question de comment rester compétitif tout en décarbonant son activité, etc. Mais il y a tout un aspect aussi qui pourrait être exploré sur finalement toute la question de la réindustrialisation en France, et qui est quand même l'un des sujets en vogue en ce moment, qui est comment se réapproprier notre outil industriel et concilier cette exigence-là avec la baisse des émissions nécessaires d'ici à 30 ans. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on voudrait, d'un côté, ajouter plein d'usines et de sites de production, mais tout en réduisant les émissions de manière absolue. Et ça peut apparaître être un défi, un gros défi, c'en est un, mais je crois que d'après un certain nombre de papiers, c'est possible de parvenir à ça. Et la question, c'est de savoir comment cette nouvelle demande en énergie qui va arriver soit décarbonée, c'est-à-dire électrifiée dans la plupart des cas, et comment du coup gérer ce surplus de demande d'électricité au niveau du parc électrique. Et c'est comment se doter de sources de production d'électricité qui vont être décarbonées. Et ça, c'est, j'en parlais tout à l'heure, mais c'est tout l'enjeu du scénario notamment RTE, et un petit peu aussi du scénario Négawatt. Là, il y en a un qui est sorti cette semaine et l'autre qui va sortir dans quelques jours. Et je crois que ça va être absolument passionnant parce qu'ils ont pris un certain nombre d'hypothèses, notamment des hypothèses de relocalisation de l'industrie, et ils ont proposé des scénarios de décarbonation de l'électricité qui sont tout à fait compatibles avec cette exigence. Donc, on peut concilier tout à fait, a priori, en théorie en tout cas, la réindustrialisation et la baisse des émissions. Oui, moi je voudrais juste rebondir pour dire que effectivement, je pense que c'est conciliable, et puis je pense que c'est souhaitable parce que effectivement, on parlait de la sidérurgie tout à l'heure comme exemple, mais c'est vrai qu'on aura toujours besoin d'acier. C'est vrai aussi pour le ciment, pour toutes les industries, et c'est vrai que si elles ne sont pas produites en France, eh bien elles risquent d'être produites dans des pays qui n'ont pas les mêmes contraintes environnementales, donc avec un impact sur les émissions de CO2 qui sera pas bon. Donc ça, c'était donc oui, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit. En complément, peut-être, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce qui manque aussi, évidemment, c'est la compétitivité, mais c'est une vision à long terme, en fait. Et je pense que quand les industriels investissent pour se décarboner, ils ont aussi besoin d'avoir une vision à long terme, par exemple sur le prix du CO2.
sur comment dire, peut-être un bonus pour des produits décarbonés, etc. C'est quand même des très très gros investissements, et cette vision à long terme, elle est aussi importante, me semble-t-il, pour pouvoir booster en fait la décarbonation des industriels. En tout cas, nous, on a des industriels qui viennent nous voir pour donc des solutions de captage et de stockage du CO2, et c'est vrai que cette visibilité, en fait, elle est fondamentale pour leur prise de décision. Merci. Pour poursuivre la discussion, alors en écho à ce qu'indiquait notamment César tout à l'heure sur le fait que finalement cette question de la décarbonation de l'industrie, elle va avoir des impacts au-delà du seul secteur industriel. On le voit avec des questions de ressources limitées ou en tout cas à étendre, que ce soit sur peut-être sur le stockage carbone, sur l'approvisionnement en électricité décarbonée. On peut avoir des questions également sur l'accès à la ressource de biomasse lorsqu'elle est utilisée en substitution des énergies fossiles pour décarboner la chaleur industrielle. Donc au fond, quel est finalement votre avis sur les grandes transformations de la société qu'il faut anticiper dès maintenant pour permettre cette décarbonation de l'industrie? J'en profite puisque finalement, je pense, ça fait le lien. Une des questions qui a été posée sur le chat, c'est où puis-je trouver des rapports sur le stockage carbone et en particulier pour l'agriculture. Voilà, je pense que ça participe un peu à ces interrogations de pouvoir donner de la visibilité sur les impacts que pourront avoir la décarbonation de l'industrie finalement au-delà du seul secteur industriel. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact pour la société, parce qu'il va falloir changer beaucoup de choses. On parle d'électrification, on parle de changement dans les process industriels. Donc, il y a des process industriels qui ne vont pas changer, mais il y en a d'autres qui vont changer. Donc, il y a des gens qui vont passer d'un emploi à l'autre, d'un secteur à l'autre. Et puis, il y a une notion de coût aussi, puisque dans une période de transition, donc c'est sur les 10 prochaines années, il va falloir financer tout ça. Donc ça aura forcément un coût. Donc on va pouvoir faire moins de choses. Mais toujours est-il que si on ne commence pas maintenant, ça coûtera plus cher. Parce qu'en gros, là, on est dans une économie où il est tout juste possible de faire la transition. C'est les dernières années où on peut lancer une transition. Et plus on va se rapprocher de 2030 avec 55% de diminution de gaz à effet de serre, ou 2050 avec un net zéro, plus on va se rapprocher de l'échéance, plus ça va coûter cher, et plus on va rentrer dans une économie qui ressemblera plus à une économie de guerre, de lutte contre le réchauffement climatique. Donc, donc ça va changer plein de choses dans notre quotidien, et ça va aussi changer la façon dont les gouvernements vont arbitrer, et dont l'Europe va arbitrer l'allocation budgétaire, et ça aura forcément un coût. Il ne faut pas forcément se voiler la face. Aujourd'hui, on paye des choses pas chères parce que c'est produit à l'autre bout du monde. Et moi, je vois à côté de chez moi un kilo de pommes au supermarché du coin, ça vaut le même prix quand c'est produit à Angers, juste à côté de Nantes, que quand c'est produit en Nouvelle-Zélande. Donc, on ne paye pas le vrai prix des choses. C'est pas possible qu'un kilo de pommes vaille le même prix quand il est produit en Nouvelle-Zélande que quand il est produit dans l'ouest de la France. Donc, ça va changer. On va commencer à payer le vrai prix des choses, y compris le coût social et le coût environnemental. Je ne pense pas qu'il faille se voiler la face. Mais bon, ça va ramener aussi, comme César commençait à le mentionner, ça va ramener de l'industrie chez nous, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un vélo et qu'il est produit en Chine et qu'on doit le jeter au bout de 5 ans, ou quand on en achète un qui est produit en France, qui a une meilleure valeur ajoutée, qu'on peut le réparer, je parle des aciers par exemple, qu'on peut le réparer et que du coup il crée de l'emploi, c'est une question de valeur. Où est-elle et où on met les choses. Et donc il y a des mécanismes aussi de
taxes carbone aux limites de l'Union européenne qui sont très intéressantes pour rétablir un peu le prix des choses. Mais c'est une décennie qui est absolument passionnante parce qu'on va changer, on va changer profondément et dans quasiment tous les aspects de notre vie, aussi bien le job que ce qu'on achète, la façon dont on consomme et la façon dont on raisonne. Et cette décennie, elle est aussi passionnante parce qu'elle joue l'avenir de nos enfants et des enfants de nos enfants. En gros, sur les 10 prochaines années, on joue ce qui va se passer sur les 200 prochaines années en termes de qualité de vie pour nos enfants et d'avenir. Donc ça va changer profondément et moi j'ai hâte d'agir pour ça et sur ces 10 prochaines années. Alors, s'il n'y a personne qui prend, je peux proposer une suite. C'est que, ouais, Franck, tu parles des transformations de la société. En fait, pour moi, il y a un truc qui est assez clair. J'en parlais au tout début. C'est que il y a besoin de décarboner les énergies et les process. C'est à peu près l'essentiel de ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a évidemment l'efficacité énergétique. Elodie en a parlé aussi. Mais il y a aussi un troisième levier qui est apparu un peu absent jusqu'ici, c'est la sobriété. Et il est a priori absolument impensable de réaliser notre transition sans repenser en profondeur notre manière de consommer et donc notre manière de produire. Pour décarboner l'industrie, il y a d'une certaine manière une nécessité de réinterroger notre rapport à la production et notre production de matériaux neufs. On a, j'ai l'impression, pour décarboner l'industrie, besoin de provoquer à l'aval des comportements de consommateurs, soit sous la réglementation, soit via des changements de comportement volontaires, soit via des signaux prix, etc., mais d'encourager des modes de consommation qui vont être plutôt tournés économie circulaire, plutôt tournés réduction du gaspillage, plutôt tournés réemploi, plutôt que achat neuf de manière intensive, quoi. Donc j'ai l'impression quand même que sur le côté de la sobriété, c'est nécessaire de se poser la question, et ça peut être vu comme une innovation aussi, c'est-à-dire que l'innovation n'est pas que technologique et qu'on va avoir besoin de créer de nouveaux récits, de créer de nouvelles formes de production qui vont rendre possible cette sobriété. Ensuite, autre petite chose, sur la gauche en bas, toujours, vous avez un chiffre avec une petite icône. Donc c'est censé être le nom. Vous n'êtes pas en mute. Ce n'est pas le cas. Du coup, je pense en synthèse par rapport puisque je crois qu'il est bientôt l'heure il est bientôt 16h10. Peut-être en synthèse des différentes interventions, puisque je vois qu'on a aussi épuisé les questions sur le chat, que le champ de l'innovation pour décarboner l'industrie est extrêmement vaste. Il couvre de l'innovation technologique extrêmement pointue, sur des domaines extrêmement variés d'un point de vue discipline académique, en termes de cibles, de secteurs industriels. Il y a des enjeux d'innovation non technologique aussi qui sont majeurs d'un point de vue plus systémique, voire même sociétal, puisqu'on voit que les impacts de cette décarbonation et son acceptabilité, et en tout cas tous les impacts qu'elle pourra avoir pour notre pays, nécessitent d'étudier des enjeux qui dépassent la simple innovation technologique. Donc j'espère que ces échanges, pour ceux qui nous écoutent, vous auront apporté de l'information. Merci de les avoir suivis, et du coup je rends la parole à Benoît. Merci pour ces échanges très riches et instructifs. Effectivement, merci pour cet éclairage sur le devenir de ces grandes activités et la manière dont vous êtes projetés pour illustrer les rythmes de décarbonation dans les grands secteurs, sidérurgie, etc., que vous avez présentés. Donc, on va clore cette table ronde. Je voudrais juste dire un mot sur le fait que la prochaine table ronde commence maintenant donc dans le cadre de ce Meetup Cleantech, commence à 16h20. Elle va avoir pour thématique les innovations pour accroître l'usage des énergies renouvelables. Donc, en fait, ça
Ça suit bien à propos les débats que vous venez d'avoir sur effectivement la décarbonation des activités industrielles, avec la dualité que vous avez évoquée sur stockage et énergie renouvelable. Là, on va creuser le sujet des énergies renouvelables. Encore merci pour ces riches débats qu'on pourra retrouver sur la chaîne YouTube de Cleantech Innovation. Et à bientôt. Merci. Merci à tous. Merci. Au revoir.